Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode à l'intérieur de notre série. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Nouvel épisode d'un Bada que nous poursuivons avec Hervé Pierre. Hervé Pierre, bonjour. Bonjour. Hervé Pierre, ci-devant sociétaire de la Comédie Française. Mais toujours comédien. Et c'est précisément, si vous voulez bien, par votre arrivée, votre travail à la Comédie Française que nous allons aborder cette troisième conversation. Vous entrez à la Comédie Française après avoir d'abord hésité au point de refuser. Oui. Je ne fais pas ça. Ça fait un peu prétentieux, mais c'est vrai. Oui, non. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je reconnais que moi j'ai pratiqué mon métier. En fait, j'ai fait les rencontres à chaque fois qui m'ont nourri de manière extraordinaire. Je vous ai parlé de Jean-Louis Hourdin et de la connivence, complicité qu'il y a eu avec lui, ou sur des spectacles comme Le Monde d'Albert Cohen, qui ont été des moments très forts, très puissants. Mais toutes ces rencontres avec j'ai toujours été gâté, quoi. Et au moment où Marcel Bozonnet me contacte et me propose de rentrer à la Comédie Française... Marcel Bozonnet, à l'époque, administrateur général. Voilà. En fait, il me propose de rentrer pour partir en tournée avec Don Juan, mise en scène par Jacques Lassalle. C'est pour endosser ce Ganarelle, ce qui m'aurait franchement pas déplu, mais c'est pour remplacer Jean d'Autremet. Jean d'Autremet qui a été donc mon professeur à l'école du TNS. Et tout à coup, ça me met un petit peu mal à l'aise. Je me dis, mais j'ai pas très envie de marcher dans les pas de Jean. Et puis c'est pour partir en tournée. Donc je me dis, je vais rentrer dans cette maison pour finalement faire ce que je fais déjà dans l'intermittence, c'est-à-dire essentiellement partir en tournée. Et alors qu'en fait, j'étais dans un moment où on me proposait de très très belles choses au théâtre. J'étais en train de faire des spectacles qui ont été très très beaux avec Dominique Pitoiset, Lourfaust, Oblomov. Enfin, c'était des rencontres magnifiques. Donc je me suis dit non, c'est pas le bon moment, quoi. Voilà, je suis désolé, ça ira pas. Et puis plus tard, Daniel Znik, qui est un acteur magnifique que je connaissais bien, qui avait fait beaucoup de spectacles avec Valère Novarina, était entré à la Comédie Française, était très aimé par l'ensemble de la troupe parce que c'était quelqu'un d'éminemment aimable, drôle, puissant, grand acteur, meurt, en fait, subitement, d'une rupture d'anévrisme. C'est un choc pour tout le monde, je crois, dans la troupe. Et il est programmé dans la distribution de Partage de midi de Claudel, mis en scène par Yves Bonnen. Et là, je crois que l'administratrice, Muriel Mayette, le metteur en scène, ne trouve pas, en fait, qui pourrait endosser le rôle d'Amalric après Daniel. Et donc mon nom commence à circuler et je venais de travailler avec Yves Bonnen, on venait de faire un très bon Oncle Vania au Théâtre de la Colline. Et Muriel, je la connaissais un petit peu, donc elle prend contact avec moi. Et là, je me dis, j'ai jamais joué Claudel. Je connais bien Yves Bonnen. Il y a Marina Hans. Waouh. Il y a Éric Ruff. Double waouh. Et puis Christian Gonon, que j'avais rencontré dans l'intermittence. Je me dis, mais on est 4 sur un plateau avec Claudel. Ouais, là, ça vaut le coup, là. Là, c'est vraiment quelque chose. Et donc, j'ai accepté et j'ai pas regretté parce que ce spectacle était une merveille. C'était une très grande réussite. Et donc, mon entrée dans la maison s'est faite bizarrement comme un passage de relais avec Daniel, sur le fait que quelqu'un s'en va et
quelqu'un d'autre arrive. Je ne sais pas si ça sera mon cas maintenant avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je pense que c'était le bon moment, quoi. Alors, j'y suis rentré tard, j'avais 50 ans, mais d'une certaine manière, je regrette pas, parce que j'ai vécu 30 ans d'intermittence qui ont été extrêmement riches, et donc j'ai pu travailler 15 ans dans cette grande institution avec autant de belles propositions que ce que j'avais pu avoir dans l'intermittence. Donc, il n'y a aucun regret, en fait, du tout, quoi. Voilà. C'était un très grand honneur de rentrer dans cette troupe de cette manière-là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui frappe quand on arrive à la Comédie Française? Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qui rend l'exercice de votre métier différent ou pas dans une maison qui a 300 ans et qui dispose aussi, qui a 300 ans. C'est peu de choses de dire qu'elle a 300 ans. Elle a aussi un nombre de corps de métier considérable et des traditions, des moyens, des possibilités. Vous êtes arrivé à un moment, c'est Muriel Mayette, vous venez de le dire, qui dirige qui est administratrice générale, et l'une des choses, je pense, les plus importantes qu'aura fait Muriel Mayette pendant ses deux mandats, mais surtout pendant le premier, c'est de changer la troupe. Enfin, en tout cas, de nourrir la troupe de manière différente. Je vous ai posé une question que j'ai moi-même dissous dans des digressions. Ça avait déjà commencé avant Muriel. Je pense que des gens comme Jean-Pierre Vincent, même si ça a été que très peu de temps, je pense qu'il a bougé des choses par rapport à cette institution qui avait des valeurs très conservatrices quand même dans son histoire. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Marcel Bozonnet a fait beaucoup a changé beaucoup de choses aussi, dans ses engagements aussi, donc comment il a engagé certaines actrices, certains acteurs. Et puis, effectivement, Muriel a continué ça. Et je pense que Éric Ruff continue, en fait, cette ouverture de la troupe à une prise directe avec notre métier et son répertoire contemporain. Je pense que moi, je suis rentré, effectivement, au moment parfait, idéal. La troupe est jeune, curieuse, enthousiaste. Elle est prête à s'engager corps et âme dans un rythme qui est impossible. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a 3 théâtres. Il y a Richelieu, il y a le Studio, et puis il y a le Vieux Colombier. Il y a eu une époque où il y avait 70 comédiens qui faisaient marcher cette institution sans qu'il y ait 3 théâtres. Maintenant, il y a 3 théâtres et on n'est plus que 60. Donc, il y a quand même quelque chose qui va dans quelque chose qui se réduit, Mais ça veut dire que les acteurs et les actrices sont obligés de tenir, en fait, un rythme qui est, des fois, extrêmement difficile. Donc, si vous avez un exemple en tête, parce que je pense que pour vous connaître par exemple, moi, je me suis retrouvé. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais j'ai pu me retrouver, par exemple, à un moment, de jouer 5 représentations en 2 jours. C'est-à-dire que je jouais 5 pièces différentes. Pas exactement 3 pièces différentes, disons. Voilà. À 14h, je jouais à Richelieu. Je crois que c'était La Grande Magie. Je passais au Studio pour jouer Vivant de Annie Zadek, mis en scène par Pierre Meunier, qui était un monologue, en fait, d'1 heure. Ensuite, je courais pour rejoindre ma loge pour jouer Le Malade imaginaire, le rôle de Béralde. Et le lendemain, à 14h, je jouais La Grande Magie. Et je retournais à 18h30 au Studio pour jouer Vivant de Annie Zadek. Donc, ça, c'est un moment particulier. Mais quand il faut ajouter les lectures qui sont organisées avec France Culture, les rencontres avec les étudiants, avec tout le travail qui est fait avec les enseignants, tout ça fait que les journées sont... Et puis les répétitions, bien sûr. De nouveaux spectacles. Sont énormes. Les journées sont énormes. Donc, je me suis rendu compte en rentrant dans cette maison que d'une part, je rentrais dans l'histoire, avec un grand H, et ça c'est très impressionnant. Mais au bout du compte, quand on m'a proposé le sociétariat, j'étais le 522e sociétaire. C'est pas tant que ça, quand même, non ? Depuis ces 180, ça remplit même pas la salle de Richelieu. Donc je me suis dit, mais en fait,
le temps est étrange, c'est-à-dire, oui, je rentre dans l'histoire, on parle de Molière, ça semble si loin, mais finalement, c'est pas si loin que ça. Mais la maison a un fonctionnement, une conscience, en fait, de représenter la plus grande institution théâtrale en France. Et c'est vrai, comme vous le disiez, moi je suis passionné par l'artisanat de notre métier, et donc par tous les métiers, en fait, qui constituent la fabrication d'un spectacle. Quand j'étais à Strasbourg, j'adorais déjà ça, parce qu'au Théâtre National, tous les ateliers étaient à l'intérieur du théâtre. Passer de l'atelier de peinture à l'atelier de construction, c'était un plaisir extraordinaire. Je pense que moi, mon métier est un métier d'artisan. Voilà, donc quand je suis arrivé à la Comédie Française, que je suis passé de chez les habilleuses en grimpant chez les lingères, de voir comment elles me montraient comment elles repassaient des fraises, avec des petits fers à repasser en forme d'olive qu'elle mettait dans un petit four. Mais c'est des savoir-faire, en fait, qui sont en train de se perdre. Chez les tailleurs, chez les costumières, comment voir comment elles travaillent chez les tailleurs sur des modèles, des patrons qui sont du XVIIIe siècle, qu'on ressort des armoires, tout ça. Toute cette histoire-là, en fait, de notre théâtre, je trouve on le sent quand on rentre dans cette maison, qu'on s'inscrit à un endroit de l'histoire. Et après, ce qui a été formidable, c'est que je suis arrivé à un moment où justement on se disait, mais il y a aussi l'histoire contemporaine, il y a ce qu'on est en train d'inventer, ce qui est en train de s'inventer. Et donc ça, je pense que c'est j'ai vécu un moment là tout à fait précieux et particulier. J'espère que ça continuera encore de longues années, cet enthousiasme autour de la troupe. Mais moi, je sais que j'ai vécu un moment très fort, qui a été pour moi l'acmé avec le spectacle de Eric Ruff avec Peer Gynt, quoi. Voilà. Alors Peer Gynt, qui s'est joué non pas à la Comédie Française, mais au Grand Palais, Oui. Qui était un spectacle tout en longueur, si je puis dire, en bifrontal, et qui était un défi d'une certaine manière, parce que le précédent Peer Gynt, c'était Chéreau, au Théâtre de la Ville, et le Peer Gynt d'Eric Ruff, qui assurait d'ailleurs la scénographie et la mise en scène, a été un succès malheureusement irrépétable. Non, malheureusement. Pour des raisons financières et pour des raisons de lieu. Qui malheureusement. La chose. C'est un de mes grands regrets, ça. Il y a une question que j'aimerais vous poser. La Comédie Française, vous l'avez dit tout à l'heure, a progressivement secoué un certain nombre des carcans qu'elle s'était donné à elle-même, et notamment un rapport avec le public qui était un rapport très ritualisé, avec les abonnements, avec les soirées habillées, enfin tant et si bien que c'était un lieu de monstration de son statut social, de sa réussite sociale, et puis pour le reste, c'était aussi beaucoup d'un public captif, c'est-à-dire le public des scolaires. Ça s'est progressivement défait. Mais vous qui avez été à la fois dans l'intermittence et dans cette institution, est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise aujourd'hui le public de la Comédie Française? Je veux dire, est-ce qu'entre 2007 et 2022, période pendant laquelle vous avez fait partie de la troupe, il y a quelque chose du public qui vous ferait dire c'est pas le même que celui qu'on voit ailleurs? Disons qu'en tout cas, les choses ont bougé en 15 ans. C'est sûr que moi, au début, quand je suis arrivé sur les premiers spectacles, je pouvais voir des rangs entiers se lever et sortir. Par exemple, oui. Vous avez un souvenir d'un spectacle? Oui. Même au salut où des gens se levaient et pouvaient nous dire face à face, c'est mauvais, c'est très mauvais. Et donc j'étais très surpris de cette relation de propriétaire, en fait, qui faisait des commentaires en direct, qui se levait, qui claquait les portes, qui faisait claquer les strapontins pour montrer leur mauvaise humeur et leur... Là, en fait, maintenant, je pense que... Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir les spectacles, qui n'avaient pas l'habitude de venir à la Comédie Française,
que j'invitais parce que, voilà, on se connaît, parce qu'il venait de la campagne, et qui était très surpris, en fait, du mélange de population maintenant qu'il y a dans ce théâtre, avec beaucoup de jeunesse, un public qui s'est rajeuni beaucoup. Il y a en plus, on le sent, c'est un théâtre qui appartient à la nation. C'est marrant parce qu'en fait, on l'a très bien ressenti au moment du confinement. Le théâtre était fermé. Éric nous a proposé, en fait, de nous lancer dans une activité numérique. On a produit un certain nombre de choses numériquement. Et tous les retours qui sont venus, en fait, sur cette aventure, sont venus de province. Sont venus de gens qui disaient « Enfin, c'est à nous aussi, quoi. Ça nous appartient. » Eh ben, je pense que cette ouverture, en fait, démocratique, entre guillemets, ou qui s'ouvre à l'ensemble du corps social, du corps du public, comme je trouve il s'est opéré, pour moi, je l'ai ressenti dans les 15 années, là, mais justement, depuis la direction de Muriel Mayette, et là, avec Éric, il y a quelque chose qui est conforté dans le fait que, et c'est pas pour rien qu'au fond, les salles sont pleines à craquer, que ça refuse du monde, parce que en fait, ce théâtre est devenu d'un accès beaucoup plus évident, simple. Bien évidemment que je trouve les places sont toujours trop chères et que c'est difficile pour une partie de la population, même s'il y a des places encore à 5 € au petit bureau, ça reste quand même difficile. Parce que aussi, je pense qu'il y a un désengagement de l'État qui est dommageable, mais pour l'ensemble des services publics, je trouve. Mais par rapport à cette institution, je trouve qu'il y a un danger dans le désengagement de l'État, parce que on pourrait se retrouver comme à l'opéra, qui n'est plus un opéra national, mais un opéra quasi privé, puisque le mécénat est de l'ordre de 51%. Donc, bien évidemment qu'on convoque tous les moyens qu'il faut pour faire en sorte que ça perdure, mais cet engagement, en fait, collectif de la nation, pour son public, pour l'ensemble des citoyens, je trouve que c'est une chose qui est vraiment importante et qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Cette sanctuarisation, en fait, d'un budget culturel qui fait qu'on permet au plus grand nombre d'avoir accès à la culture. Je trouve que c'est important. Voilà. Le système du mécénat risque en effet d'aller avec une espèce de privatisation de l'espace public et faire en sorte que les grandes institutions culturelles fonctionnent comme elles fonctionnent aux États-Unis, c'est-à-dire avec un conseil, un board composé des généreux donateurs qui entendent bien peser sur la nature de la programmation. Ce qui fait que le service public qui consiste à prendre le risque de proposer au public quelque chose dont peut-être il ne sait pas encore qu'il va l'aimer, est transformé par on passe au marketing. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez voir ? On veut voir ce qu'on a déjà vu, puisqu'on ne sait pas encore si ce qu'on n'a pas vu pourrait nous plaire ou pas. Sur cette note un peu amère, mais justifiée, je vous propose que nous marquions une pause dans notre conversation pour nous retrouver pour parler ensuite de « Y a-t-il une vie après la Comédie Française ?» et vous nous direz laquelle.